Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Donc la thématique d'aujourd'hui c'est Draft on a Map. Donc on a un mélange de Dudes on a Map et de système de draft. De mon côté, je défendrai Blood Rage. Et toi Sam? Moi je vais vous parler du jeu Inish. Mais avant qu'on arrive au vif du sujet, on va parler des jeux auxquels on a joué récemment. Je vais commencer. Pas vrai. Quoi? C'est vrai? T'as raison. J'étais en train d'oublier notre tradition. Notre nouveau segment, tradition. Ouais. Notre nouvelle tradition. Donc, on va aller revisiter le passé lointain de Board Game Duel et aller revoir qu'est-ce qu'on avait défendu dans un duel il y a un an. Donc, Sam, est-ce que tu as ça sous la main? Oui, il y a un an, c'était notre épisode 2. Et le thème, c'était un jeu pour partir sa collection. Donc, moi, j'avais parlé du jeu Isle of Skye, qui est un jeu de placement de tuiles avec des objectifs de score variables et un système d'enchères assez unique où ce qu'on va donner un prix à nos tuiles pour que les autres puissent les acheter, mais s'ils les achètent pas, c'est nous qui va devoir payer ce prix-là. Donc, c'est un jeu que j'aime encore beaucoup, que j'ai malheureusement, je regardais mes BG Stats avant d'enregistrer, puis malheureusement, j'y ai pas rejoué depuis l'année dernière, mais c'est plus parce que ça n'a pas donné. Là. Si tu me dirais « Hey Sam, ça tente-tu de jouer à Isle of Skye? » Je dirais oui tout de suite. C'est un jeu que j'aime encore beaucoup, puis je le recommanderais comme un premier jeu pour une collection, absolument. Parfait. Et si je me rappelle bien, de mon côté, j'avais défendu le jeu Seven Wonders. Dans le fond, c'est un jeu de draft aussi, mais où on doit construire différents bâtiments. On a des technologies qui vont nous permettre de construire certaines autres cartes plus facilement. Il faut commercer avec ses voisins pour acheter les ressources pour pouvoir construire notre merveille. Fait que c'est un jeu aussi qui était assez simple, une boîte assez facile à transporter, puis qui est accessible dans le fond, où le niveau de difficulté pour commencer une partie est pas intimidant du tout. Donc c'est un jeu que je recommande encore aujourd'hui pour commencer une collection de jeux de société. Tu as rejoué depuis? Pas vraiment. J'ai surtout rejoué au Seven Wonders Duel, qui est meilleur, mais qui joue juste à deux, versus le Seven Wonders qui peut jouer à plusieurs personnes, puis auquel c'est facile dans le fond de greffer quelqu'un qui s'est déjà joué. Fait que j'ai un peu délaissé Seven Wonders pour Seven Wonders Duel, mais je pense qu'encore Seven Wonders c'est un bon jeu avec lequel commencer. Ouais, moi ça me dérangerait pas d'y rejouer sur le Board Game Arena, mais en personne, je trouve qu'il est un petit peu trop long pour qu'est-ce que c'est. Mais bon, c'est mon avis. Donc, c'était notre retour sur le duel d'il y a un an. Fait que là, maintenant, on va passer à notre autre tradition, qui est de parler des jeux auxquels on a joué récemment. Donc, récemment, j'ai joué au jeu Not Alone, designé par Ghislain Masson et publié aux éditions Corax Games. Dans Not Alone, en fait, on est un équipage de vaisseau spatial qui s'est écrasé sur une planète où vit une créature sauvage qui tient à garder son intimité. Et pour y parvenir, elle va nous chasser puis essayer de nous dévorer. Donc, c'est un jeu tous contre un. Donc, on a un joueur qui va jouer la créature et on a les autres joueurs qui vont jouer les membres d'équipage. Les membres d'équipage doivent, dans le fond, se déplacer à différents endroits sur la planète qui correspondent dans le fond à des cartes. À chaque tour, chaque membre d'équipage va devoir jouer une carte qui va dire dans le fond je vais me déplacer à cet endroit-là et je vais effectuer l'action qui est disponible à cet endroit-là. Du côté de la créature, elle va essayer de savoir où on va aller se placer pour nous bloquer puis accumuler des points. La créature va aussi avoir un paquet de cartes qui lui est spécifique qui va avoir des effets néfastes pour l'équipage. Fait qu'on peut, admettons, bloquer plus qu'un endroit, on peut faire en sorte qu'on accumule plus de points de menace si on réussit à capturer un survivant. Puis dans le fond, quand un survivant va être à l'endroit où il y a la créature,
il pourra pas effectuer l'action qu'il a choisie. C'est un aspect qui est quand même cool, parce que ça requiert une coopération entre les joueurs, mais qui peuvent pas vraiment communiquer entre eux, parce que si on dit nos plans, ben la créature va le savoir, puis elle va pouvoir les bloquer, tu sais. C'est ça. Fait qu'il faut pouvoir se séparer, savoir qu'on va probablement avoir quelques actions qui seront pas prises, puis il faut un peu essayer de deviner où est-ce que ça peut être le plus avantageux d'aller, mais faut pas nécessairement y aller, parce que la créature va aussi analyser notre jeu puis vouloir bloquer cet endroit-là. C'est ça, où il va y avoir comme 4 joueurs qui vont y aller, puis toutes les autres actions, ils se feront pas, tu sais. C'est ça. Fait que c'est un peu touché. Fait qu'il faut communiquer sans se parler. Faut un peu jouer indépendamment d'une certaine façon pour justement éviter d'être trop ensemble puis que la créature attrape plus qu'une personne. Un truc qui va arriver aussi pendant la partie, c'est qu'on commence le jeu puis on a 5 cartes. Puis la créature, dans le fond, elle voit quelle carte on a mis dans notre défausse. Fait qu'avec ça, elle peut utiliser aussi elle peut utiliser cette information-là pour savoir où est-ce que tu vas aller. Mais tu peux aussi faire l'action de récupérer tes cartes, hein, mais c'est un endroit où tu vas aller. Fait qu'il y a un peu de ça aussi qu'il faut gérer, c'est que la créature sait où est-ce qu'on est allé. Mais à mesure que la partie va avancer, on va pouvoir aussi débloquer des nouveaux endroits. Au total, il y a jusqu'à 10 endroits où aller. On a les 5 communs, puis on en a 5 autres qui vont s'ajouter, puis qui vont offrir de nouveaux pouvoirs, de nouvelles possibilités plus fortes. Puis selon le nombre de joueurs qu'on est, ça se peut aussi que ce soit pas tout le monde qui ait la possibilité d'aller à tous ces endroits-là. Ouais, puis il me semble que une des actions, c'est de rajouter des nouveaux emplacements, right? Exactement. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, la créature peut décider d'y aller de temps en temps puis empêcher les gens de s'ouvrir des possibilités. Ce qui vaut la peine, parce que de mémoire, moi j'y ai joué, mais là, plusieurs années, là, les emplacements qu'on rajoute plus tard dans la partie sont meilleurs que ceux qu'on a au départ. Ouais, sont vraiment plus forts. Il y a vraiment des possibilités pas mal plus attrayantes. Puis aussi, c'est que de les débloquer, ça fait en sorte que la créature a plus de possibilités. Dans le fond, elle doit penser à plus qu'un endroit à couvrir quand elle va choisir où est-ce qu'elle va aller. Fait que ça complique la vie de la créature. Il y a peut-être un petit point que je trouve il y a une faiblesse dans le fond dans le jeu, je trouve, c'est que il y a vraiment un effet de boule de neige si on réussit à débloquer les nouveaux endroits. Dans le fond, c'est un peu critique que les explorateurs, que l'équipage trouve les nouveaux endroits pour justement compliquer la vie de la créature, parce que sinon, dans les cinq options c'est facile de toujours bloquer quelqu'un puis d'accumuler des points rapidement. Fait qu'il faut comme ça vire rapidement dans le fond sur une partie qui va être à l'avantage de la créature puis qu'on pourra rien faire, ou à l'avantage de l'équipage puis que là on perd, dans le fond la créature perd le contrôle puis il va avoir vraiment beaucoup de misère. Fait que c'est important dans le fond pour l'équipage de pas rester coincé dans les 5 emplacements de base. Donc c'était Not Alone de Ghislain Masson, publié aux éditions Corex Game. Sam, j'ai cru comprendre que tu es allé à une soirée à La Pioche, à Québec. Oui, ça fait quelques semaines, ça va faire même un mois le jour où cet épisode-là va être disponible. Mais oui, c'est ça, La Pioche, en collaboration avec la Zone de jeux de société, qui est leur nouveau commandité, qui ont organisé une soirée de jeu. Donc, j'ai pu rencontrer JP de La Pioche. Je sais qu'il nous écoute d'ailleurs, on le salue. Mais aussi Martin et Stéphane de la Zone de jeux de société. Donc, tous des gens très sympathiques puis passionnés de jeu, comme nous. Donc, c'était cool de faire la route jusqu'à Québec puis d'avoir une petite soirée là-bas. Donc, la boutique La Pioche, c'est super beau puis vraiment le service à la clientèle est excellent. Donc, si vous êtes dans la région de Québec, je vous encourage fortement à aller faire vos achats ludiques là-bas. Donc, ensemble, on a joué à un jeu qui s'appelle Unfathomable. Unfathomable? Unfathomable. Mais, en tout cas, nous, on a joué à la version française qui s'appelle L'Insondable. C'est un jeu d'identité cachée, dans le fond, de traite cachée. Donc, c'est une refonte du classique Battlestar Galactica, le board game, qui est un peu c'est un jeu qui est vraiment difficile à trouver de nos jours. Donc, c'est un peu comme un Saint Graal des gamers, si on veut. Parce que c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps, qui a une super bonne réputation, mais qui
qui est out of print depuis longtemps et qui reviendra jamais, mais qui est finalement revenu avec un autre thème, donc une thématique Cthulhu. Yay! Sam qui adore Cthulhu. Ouais, non, pas vraiment, mais malgré tout, j'ai aimé le jeu, donc ça prouve à quel point c'est un bon jeu. Parce que même si on a des tentacules, des créatures sous-marines, Sam a réussi à passer outre puis à avoir un bon temps. C'était quand même rigolo parce que je pense que ces créatures marines-là, en anglais, ça s'appelle les Deep Ones, mais en français, c'est les profonds. Ouais, c'est C'est ça. Donc, c'est ça. On a des profonds qui vont arriver sur notre bateau. C'est un bateau de croisière type Titanic, là, fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Les joueurs, on est des membres de l'équipage, des passagers sur ce bateau-là. Et on va essayer, dans le fond, d'amener le bateau à bon port et de pas le faire couler par les profonds. Sauf que c'est certain qu'il va y en avoir dans la partie qui vont être, en fait, des hybrides, donc des semi-profonds, si on veut. des pas creux. Des pas creux. Donc, c'est ça. Il y a des traits cachés. Puis la twist, c'est que vers le milieu de la partie, ça se peut qu'on change d'allégeance. Ça se peut qu'on était gentil puis qu'on devienne un semi-profond. Mais si on était déjà méchant, on pourra pas redevenir gentil. Ouais, c'est qu'on peut être contaminé, dans le fond. C'est ça. Puis dans le fond, le jeu, c'est que c'est assez simple. À notre tour, on va avoir deux ou trois actions. On va faire nos actions qui vont être d'aller combattre les profonds, de gérer les crises, d'éteindre les feux parce que le bateau peut prendre en feu. Ouais, puis il faut des fois réparer certains éléments qui brisent. Ouais, c'est ça. Parce qu'à la fin de notre tour, dans le fond, il va arriver un événement méchant, si on veut. Ben, la plupart du temps, qui est méchant. Des fois, ça peut nous aider. Qui va offrir un choix aux joueurs en cours. Puis qui va souvent requérir un test de compétences. Puis c'est là que dans le fond, les trades peuvent venir se faufiler parce que quand on fait un test de compétences, il va falloir jouer des cartes de notre main. Puis là, dépendamment de nos personnages, on va recevoir plus ou moins de cartes de plus ou moins de compétences différentes. Donc, il y en a qui sont meilleurs pour la force, d'autres pour la dextérité, d'autres pour l'observation, etc. Puis dans le fond, quand on a un test de compétences à faire, les joueurs vont jouer des cartes face cachée. Puis pour chaque test, ça va dire on doit jouer des cartes de deux compétences bien précises. Donc ça peut être observation et force ou sagesse et dextérité ou ce genre de choses-là. Puis on va toujours, dans le fond, prendre deux cartes au hasard d'un paquet qui contient, au début de la partie, autant de cartes de chaque compétence. Fait que ça se peut qu'on soit chanceux puis qu'on tombe sur des cartes qui nous aident, mais ça se peut aussi qu'on tombe sur des cartes qui vont nous nuire. Parce que dans le fond, sur chaque carte, il va y avoir des valeurs. Si c'est la bonne compétence, ça va s'additionner à notre total, mais si c'est pas la bonne, ça va se soustraire à notre total. Donc, les trades peuvent jeter des cartes qui aident pas à ce test de compétences-là, puis après ça, ils ont toujours l'excuse de dire « Ouais, mais c'est pas de ma faute, ça doit être une carte qui vient du paquet de cartes pigées au hasard, tu sais. » Fait que là, dépendamment si on réussit ou pas le test, on va avoir des effets plus ou moins bénéfiques. Notre bateau, il y a comme 4 statistiques, 4 compteurs, si on veut, qu'il faut essayer de garder au-dessus de zéro. Si un de ces 4 compteurs-là qui arrive en bas de zéro, c'est les profonds qui gagnent. Si le bateau est trop brisé, ça va être eux qui vont gagner. Et sinon, si on arrive à maintenir le cap assez longtemps, ben on va pouvoir se rendre à bon port, puis là, c'est la bonne équipe qui va l'emporter. Fait que c'est ça. Fait que vu qu'on a des rôles cachés, il faut toujours être un peu profil bas si on veut pas. Profil bas, mais profil profond. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a un emplacement, dans le fond, qu'on peut envoyer les autres joueurs là, qui est un peu comme la prison. Fait que là, s'il y a quelqu'un qui est trop louche, ben on peut prendre une action pour envoyer quelqu'un là, ou il y a certains événements même qui peuvent envoyer les gens là. Puis là, un coup qu'on est là, ben il faut réussir des tests de compétences pour s'en sortir. Puis encore là, ben c'est ça que tous les joueurs peuvent participer à ces tests-là. Fait que s'il y a un gentil qui se fait envoyer là par erreur, ben les méchants peuvent essayer de s'arranger pour qu'il reste là. Si le méchant est là, ben, il peut se révéler, puis là, après ça va amener des nouvelles règles. On s'est pas rendu jusque-là dans notre partie. Les méchants ont même pas eu besoin de se révéler, puis ont réussi à couler notre bateau. Et moi qui étais un simple passager, je me suis fait gober par les dieux très anciens des profondeurs. Fait que c'est ça, j'ai bien aimé l'expérience.
C'est sûr que le jeu est quand même assez long à jouer, donc mais clairement c'est un événement là. Puis malgré le thème qui m'attirait pas tant, j'ai apprécié. Je serais curieux d'essayer la vieille version Battlestar Galactica. C'est pas un thème qui me parle particulièrement non plus, mais Faut comparer comment les mécaniques ont évolué, là. J'imagine que ça va se ressembler, mais qu'il y a des petites bon, il y a dû différences avoir quand des même. petits ajustements. Puis je pense qu'ils ont intégré des trucs, des expansions du premier jeu, direct dans le jeu de base. Donc c'était Unfathomable de Tony Fanchi, mais inspiré du design original de Cory Konieczka et publié chez Fantasy Flight Games. Puis en fin de soirée, on a aussi joué à un autre jeu qui s'appelle Hidden Leaders. Donc encore un jeu d'allégeance cachée si on veut, mais qui est assez original puis que lui il est beaucoup plus court. C'est un petit jeu de cartes et dans le fond il y a comme une piste avec deux factions si on veut qui sont dessus, puis que les joueurs vont pouvoir influencer pendant la partie, les faire monter ou descendre de cette piste-là. Ça c'est les deux factions qui sont sur la piste, mais en fait il y a 4 factions qui sont dans le jeu aussi. Puis chaque faction va gagner de façon différente. Donc les deux qui sont sur la piste, leur but c'est juste d'être en avant de l'autre puis de par un certain espace. Là, je pense que c'est plus que 2 ou quelque chose comme ça. Il y a une des factions qui veut juste que les deux soient soit sur la même case ou à juste une distance. Puis il y a une dernière faction qui veut que les deux soient dans une certaine zone de la piste, donc à un des deux extrêmes. Fait qu'à la fin de la partie, dépendamment de où nos deux factions se sont ramassées, ben c'est une des 4 factions qui va l'emporter. Puis en début de partie, on reçoit dans le fond un leader caché, d'où le nom, sur lequel dans le fond il y aura 2 factions. Fait que c'est une de ces 2 factions-là qui remporte la partie, on va être éligible à gagner. Puis dans le fond, pour départager qui gagne entre les joueurs qui sont éligibles, ça va être d'aller voir le nombre de leaders de cette faction-là qu'on a joué dans notre tableau. Parce qu'à chaque tour, on peut aller jouer des cartes, soit face cachée, soit face ouverte. Et ces cartes-là, quand on les joue face ouverte, ils vont avoir un effet qui va nous permettre de souvent d'aller bouger les deux factions sur la piste ou de jouer avec le tableau des autres, soit leur faire discarter des cartes, échanger des cartes avec eux autres, ajouter plus de cartes à notre pile, aller chercher des cartes qui sont dans la défausse, des cartes qui sont sur le marché. Donc c'est ça, on essaye de bâtir notre tableau pour avoir le plus de cartes possible de la faction qu'on pense qui va être celle qui va gagner. Puis la partie se termine quand même assez rapidement quand un des joueurs se ramasse avec un certain nombre de cartes face ouverte dans son tableau, qui va varier selon le nombre de joueurs dans la partie, dans le fond. Donc c'est ça, c'est un petit jeu qui, un coup qu'on a commencé à jouer, est assez simple. C'est un peu complexe à comprendre au début. C'est comment que ça marche déjà, les qui gagne comment, puis tout ça, puis de bien comprendre tout ça. Mais un coup que ça s'est fait, ça va super vite. Là, ça peut jouer en 20-30 minutes, peut-être même moins quand on est plus habitué. Là. Ouais, puis j'aime bien l'idée que tu sais, c'est un peu coop dans un sens, quand tu penses que telle couleur va gagner, puis tu vois qu'il y a un autre joueur qui a l'air de vouloir pousser vers cette condition de victoire-là, tu peux l'aider, mais à un moment donné, tu peux aussi interagir avec son tableau pour lui voler la victoire à la dernière minute. Fait que c'est quand même, il a l'air d'avoir quand même pas mal d'interactions au final. Euh, Pas tant que ça. Je te dirais, oui, il y en a des cartes qui permettent d'aller faire discarter aux autres. J'ai dit d'aller leur voler, mais là, j'y repense, puis je suis même plus certain qu'il y en a des cartes comme ça. Ok. La plupart, ça va vraiment être plus pour jouer plus de cartes, d'aller chercher des cartes dans des fosses, puis ce genre de trucs-là. Ok, fait que c'est Mais plus course que co-op, ouais, parce que puis en plus, si tu vois que l'autre, il y a plus de cartes que toi, c'est sûr que tu peux jamais savoir les cartes face cachée, c'est quoi, puis tu sais combien qu'il y en a, évidemment, mais tu sais pas s'ils sont toutes de la bonne couleur. Mais tu peux savoir quand même que tu as moins de cartes que cette personne-là de cette faction-là. Fait que là, même si elle est en tête en ce moment, tu pourrais peut-être essayer de les ralentir, essayer d'aller plus jouer sur ton autre faction. Mais c'est quand même dur à balancer. Parce qu'un moment donné, vers la fin de la partie, tu peux te dire, ah, ben là, j'ai quasiment plus de façon de gagner. Fait que là, t'essayes de faire que la game elle dure un peu plus longtemps, le temps que tu puisses peut-être te rattraper, mais c'est difficile quand même.
OK, parce que c'est ça va quand même assez vite. Fait que, Ouais, c'est ça. Dès que nous autres, on était 5 joueurs, je pense. Fait que quand quelqu'un avait 5 héros face ouverte, ben là, la partie se finit immédiatement. Là. Y a pas, tu sais, on finit pas le tour au complet ou quelque chose comme ça. Là. OK, ouais, fait que c'est instantané. C'était Ah, Hidden Leaders de Andreas Muller, Marcus Muller et Raphael Stoker et publié chez BFF Games. ça Je sais donne pas envie si de c'est les travailler. meilleurs amis. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc, merci Sam. Puis on resalue encore les gens de la pioche. Ouais, salut JP. Puis salut les gens de la zone jeu de société, Martin et Stéphane. Bon, alors maintenant qu'on a fini ce petit tour de table, on va passer aux choses sérieuses. On va parler de nos jeux qui vont parler de Draft on a Map. Donc, de mon côté, je vais défendre le jeu Blood Rage, sorti en 2015, designé par Eric Lang, publié aux éditions Simon. Donc, Blood Rage, qui est en fait le grand frère de Hank, que j'ai déjà défendu dans un duel précédent. Mais là, on a ici un système de jeu qui est très différent. Il y a quelques petits éléments qu'on va voir qui ont l'air similaires, mais au final, dans l'essence, c'est vraiment, vraiment différent. C'est drôle parce que moi, Inish, de mon côté, c'est le petit frère de Kemet que j'ai défendu dans ce duel-là aussi. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. Fait que dans le fond, on est encore dans un duel Matago contre Simon. Ouais. Encore une fois, c'est mon jeu qui va être le meilleur. Donc, dans Blood Rage, chaque joueur représente une faction de Vikings qui essaye d'accumuler de la gloire pendant le Ragnarok. Donc, pour accumuler de la gloire, il faut pouvoir piller des villages, il faut pouvoir décéder dans un combat glorieux pendant que le monde se détruit autour de toi, et utiliser des cartes au bon moment pour maximiser nos nombres de points. Un tour de Blood Rage va se commencer par un draft, comme le thème l'a exigé. Chaque joueur va piocher un certain nombre de cartes. On va en garder une qui nous semble plus intéressante. On va tourner le paquet à notre joueur à gauche. On va recevoir un nouveau paquet. On pioche une carte, puis comme ça, puis on tourne jusqu'à temps qu'on ait 6 cartes. Ces cartes-là, dans le fond, vont nous permettre de soit d'améliorer nos unités, soit d'accomplir des quêtes, soit d'améliorer notre clan en général, ou d'améliorer notre force de combat. Une fois qu'on a fait cette étape de draft là, on va pouvoir tomber à la phase d'action où là, justement, l'action va se passer. À notre tour, on commence avec un certain nombre de points de rage. C'est un peu des points d'action. Chaque action qu'on va effectuer va nous coûter un nombre de points de rage particulier. Et une des twists qu'on a, c'est que même si certaines actions ne coûtent pas de points de rage, si on arrive à un moment à 0 point de rage, ben on peut plus effectuer d'action, tout simplement. Fait qu'il faut, il faut un peu gérer ces points de rage-là pour pouvoir effectuer tout ce qu'on a envie de faire. Donc c'est ça, les différentes actions qu'on peut effectuer, c'est une invasion. Ça nous permet en fait d'invoquer des unités, puis on paye le coût en rage correspondant à la force de l'unité. Donc au départ, on a des guerriers, on a des dracars, on a un chef qui peut qui lui a la particularité de ne coûter rien pour envahir, même s'il est plus fort. Puis on a aussi des monstres qu'on peut recruter à mesure que la partie va avancer. On peut envahir, on peut marcher, ça nous permet de prendre toutes les unités d'un territoire, les amener sur n'importe quel autre territoire. Puis au coût de 1 de rage, on a des améliorations, il faut payer dans le fond le coût de la carte en rage pour pouvoir la jouer, puis là on peut améliorer sur nos unités, notre clan, ou gagner des monstres. Si on améliore des unités, on peut les placer gratuitement sur le plateau de jeu. Fait que c'est une façon détournée, dans le fond, de pouvoir invoquer des unités supplémentaires. On a les cartes quêtes. Cartes quêtes, on fait juste les mettre face cachée, puis c'est un objectif qu'on a, puis qu'on doit réaliser à ce round-là, à ce tour-là, à cet âge-là, en fait. Si on réussit à accomplir les prérequis de cette quête-là à cet âge-là, on fait un nombre de points de gloire à la fin du round. On peut aussi piller. Là, c'est là où les combats vont se déclencher. Si on décide de piller un endroit, on va faire la récompense qui est indiquée sur le terrain, le village qu'on va piller. Et au moment où on déclenche un pillage, les joueurs sur les territoires adjacents peuvent venir rejoindre le combat. Sur les territoires normaux, il y a une limite au nombre
d'unités qui peuvent y avoir, qui dépend en fond du nombre de villages qu'il y a sur les plateaux. Fait qu'il y a de 3 à 5 unités qui peuvent y aller. Puis on a le territoire d'Yggdrasil. Yggdrasil a la particularité qu'on peut pas invoquer d'unités directement dessus. Il y a aussi la spécialité que dans le fond, il donne plus de récompenses lorsqu'on réussit à le piller. Et il y a aucune limite de personnages sur ce territoire-là. Fait que souvent, quand on décide de piller Yggdrasil, ben on se ramasse avec tout le monde qui vont se taper dessus. Ouais, pis c'est ça la twist qui est intéressante, c'est quand on arrive pour aller bloquer le pillage de quelqu'un d'autre, dans le fond, c'est qu'on n'a rien à gagner. On fait juste l'empêcher de piller ou... Parce que si c'est nous qui gagnons ce combat-là, mais qu'on n'a pas déclenché le pillage, on fait pas de points, on n'améliore pas nos stats. Tout ce qu'on fait, c'est nuire à l'autre. En fait, Puis oui, lui enlever ses unités. Ouais, mais en fait, oui, on va faire les points reliés à la victoire de la bataille, mais on ramasse pas la récompense du territoire. Ah, tu fais des points pareils? Oui, C'est sûr? oui, tu fais quand même des points. Le gagnant du combat va faire les points de la victoire des batailles. Fait que tu sais, t'as pas Ok. juste l'incitatif de bloquer le pillage, il y a aussi une façon de faire des points. OK. Mais t'as quand même une moins bonne récompense que si c'est toi qui as déclenché ce pillage-là. Exactement. Fait que tu sais, c'est bien de déclencher le pillage, mais tu t'attires un peu, c'est ça, les foudres de tout le monde. Puis c'est sûr qu'ils vont essayer de te bloquer, c'est rare que tu vas piller gratuitement un territoire. Ça peut arriver, mais à ce moment-là, tu fais comme pas de points. Tu fais la récompense, mais pas de points parce que y a pas de gloire à prendre un territoire sans s'être battu. Ouais. C'est un autre aspect intéressant du jeu, justement, tout cet aspect de timing-là. Est-ce que je veux faire mes améliorations en premier? Est-ce que je veux jouer mes quêtes pour m'assurer de pouvoir les jouer? Parce que le round peut se mettre fin rapidement, même s'il reste le rage à tous les joueurs. Ça peut arriver que le round finisse plus vite si tous les emplacements ont été pillés. Ouais, puis ça, je trouve ça bien, c'est ça, parce que tu peux être mal pris. Tu peux avoir prévu méticuleusement tout ce qui va se passer, puis là, tout d'un coup, tout le monde décide de piller, puis t'as perdu toutes tes actions. Fait qu'il y a, C'est c'est ça, t'as beaucoup comme une grosse armée full améliorée, mais finalement, elle a servi à rien parce qu'elle s'est pas rendue à aucun pillage, tu sais. ouais. Puis piller, c'est vraiment essentiel pour justement faire des points, puis améliorer notre clan, parce que notre clan a aussi des caractéristiques qui sont la rage, les haches, les cornes. La rage, ça dit le nombre de points de rage que tu as au début d'un âge, puis tu peux dépenser. Les haches, ça te donne plus t'as de haches, plus tu fais de points quand tu réussis un pillage. Les cornes, c'est un peu ta limite d'unité sur le plateau. Puis quand tu augmentes assez ces stats-là, tu fais des points supplémentaires en fin de partie. Ouais, puis dans le fond, tu veux améliorer les trois. Mais il faut Oui, que tu choisisses dans l'ordre que tu le fais, puis là, des fois, c'est des choix qui sont déchirants, là. Je veux-tu plus de rage pour avoir plus d'actions, mais au final, tu sais, si j'ai pas le temps de faire toutes mes actions, ça vaut pas tant la peine. Plus de points, c'est intéressant parce que c'est ça qui me permet de gagner. Plus d'armée, ben, c'est cool parce que c'est plus facile de réussir tes pillages, t'as plus de troupes sur la carte. fait que c'est ça, c'est beaucoup de trucs à gérer, mais t'as beaucoup d'options tout le temps, puis c'est un bon casse-tête. Puis à ça, tu sais, il y a les cartes aussi, tu sais, qui peuvent avoir des effets particuliers en combat, puis en fonction des améliorations, on a vraiment une asymétrie qui va se créer à mesure que la partie va avancer, parce que c'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes améliorations, les mêmes monstres et tout ça. Fait que t'as une asymétrie aussi qui va se construire avec la partie. Puis un peu comme dans Hank, puis dans Rising Sun, tu peux t'arranger pour faire des points même si tu gagnes pas la bataille. En Ouais, repêchant certaines cartes de Loki ouais, qui qui vont font te donner que des points pour tes unités perdues. exact. Puis ça, admettons, là, on vient de passer au travers de la phase action, mais là, après ça, on va avoir une phase Ragnarok. Parce qu'au début du round, dans le fond, on voit quel territoire va être le prochain à être détruit, là. Puis si on a des unités qui sont sur le terrain, lorsqu'il est détruit, ils vont faire des points en allant au Valhalla. Puis à mesure que la partie avance, ils font de plus en plus de points. Fait que tu sais, c'est bien d'avoir une super grosse armée, mais tu peux vouloir la sacrifier pour faire plein de points à la fin du round. Parce que une fois qu'ils sont allés au Valhalla, puis qu'on passe au prochain âge,
on prend toutes nos unités, on les remet dans notre réserve, fait qu'ils sont pas perdus de façon permanente. Non, mais c'est quand même assez coûteux puis long de les remettre en jeu. Donc, c'est un pensez-y bien. Ouais. En fin de partie, c'est sûr que ça vaut plus la peine. Mais des fois, ça peut être utile. Puis il y a certains monstres qui ont des pouvoirs particuliers lorsqu'ils sont invoqués. Là, je pense à ton troll, Sam, qui était arrivé, puis que quand il envahit un territoire, il tue toutes les autres unités. Puis ça, c'est assez fort. Fait que tu sais, t'as ça aussi qui des fois peut aider. Ouais, ça peut t'inciter à l'envoyer mourir au Valhalla pour le ramener pour retuer les gens des autres joueurs. Ouais. Bon, ça c'est un exemple assez spécifique. Mais c'est ça, on est parfois encouragé à aller faire détruire nos unités. Donc c'est ça, le jeu se fait comme ça en 3 âges, puis à mesure que les âges avancent, la carte va rapetisser parce qu'il y a des endroits qui vont être détruits. Puis à la fin, on va cumuler les points de gloire qui ont été accumulés au cours de la partie. À ça, on ajoute les bonus d'amélioration des caractéristiques. Et on élut le clan viking le plus glorieux. Ouais, ça donne un aspect de progression, mais qui est assez particulier parce que plus la partie avance, meilleures sont nos unités, plus que c'est cool de les mettre sur la map, puis plus que t'as le goût de faire les combats, mais plus ça avance, moins il y a de combats au final parce que Il y a moins de territoire. c'est ça, comme tu dis, Ragnarok vient en détruire, fait que c'est assez particulier ça, quand tu y penses. Que tu fais plus d'actions quand t'es moins fort. Je dirais pas ça, dans le sens où t'as quand même plus de points de rage. C'était peut-être plus flexible. Ouais, t'as plus de points de rage, mais la fin du round peut arriver plus vite aussi. Ouais. Ouais, définitivement, vu qu'il y a il y a moins de pillages. Puis tes améliorations vont coûter plus cher aussi à ce moment-là. Fait que oui, t'as plus de rage, mais ça te coûte plus de rage par action. Fait que, je sais pas. Ouais. Parce que moi, en tout cas, j'avais l'impression que quand même, chaque âge prenait quand même à peu près autant de temps parce que t'as comme un poids de décision plus important à la fin de la partie, justement, parce que toutes tes actions doivent être vraiment déterminantes parce que c'est le dernier âge, puis les décisions sont plus dures à prendre. Ah, c'est sûr. Mais ouais, c'est un aspect intéressant du jeu. T'es plus fort, mais tu fais moins de choses. Donc, je pense que ça fait le tour. C'était Blood Rage, designé par Eric Lang et publié par Simon. Et donc, moi de mon côté, je vais vous parler du jeu Inish, designé par Christian Martinez et publié aux éditions Matago. Donc, Inish, c'est un jeu qui s'inspire de la mythologie celtique, si on veut, ou de la mythologie de l'histoire celtique, où on est un peuple de Celtes qui explore et s'installe sur l'île d'Inish. Et dans le fond, le but du jeu, c'est de faire progresser notre clan pour être élu le roi de cette nouvelle nation. Donc, au début de la partie, on va avoir une toute petite île qui va contenir un territoire par joueur. Et ces territoires-là, dans le fond, ils ont toutes leurs propriétés uniques, puis ils vont être sélectionnés au hasard, puis on va en découvrir plus au fur et à mesure que la partie va avancer. Et ce qui est vraiment cool avec Inish, c'est qu'il y a 3 conditions de victoire, puis que stratégiquement, il faut toujours essayer de bien se placer pour essayer d'être capable d'en accomplir 2 de ces 3-là. Parce que si on focus trop sur une, ça va être trop facile à bloquer par les autres joueurs, puis là, on va s'en retrouver mal pris. Puis, dans le fond, le chiffre magique dans Inish, c'est 6. Parce qu'on a 3 conditions de victoire, puis il faut tout le temps atteindre 6. C'est comme d'être présent dans 6 territoires, présent sur des territoires qui contiennent 6 sanctuaires, ou être le chef de 6 clans ennemis, dans le fond. Fait que c'est un peu satanique là, comme jeu, 666. Ouais, c'est ça, puis c'est des païens en plus. Oh. Donc c'est ça, pendant un tour de jeu, si on remplit au moins une de ces 3 conditions-là, ben on va pouvoir prendre un jeton de prétendant à notre tour pour comme annoncer à toute la table que on est en position de gagner, puis que si les autres font rien pour nous arrêter, on va pouvoir gagner ce round-ci. Puis c'est obligatoire de le prendre. Là. C'est un peu comme crier Uno dans Uno. Si vous le faites pas, ben vous gagnez pas, même si vous auriez gagné. Exactement. Pareil qu'un Uno. Identique. Merci Vincent. Puis c'est ça, dans le fond,
Comment qu'on va réussir à gagner, c'est qu'il va falloir faire des actions, puis les actions qu'on peut faire, dans le fond, ça va être déterminé par les cartes qu'on a, puis qu'on va aller drafter au début de chaque ronde, parce que draft on a map, ça oblige à ce qu'il y ait un draft. Puis ce qui est cool avec Inish, c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de cartes. Donc si on joue à 2 ou 3 joueurs, c'est 13 cartes. Si on est à 4, ça va être 17. Donc il y a un très petit nombre de cartes. Rapidement, on va être familier avec toutes ces cartes-là. Puis c'est les mêmes qui vont revenir d'un tour à l'autre. Moins une qui est exclue au début de chaque round. Oui, c'est ça. Donc on en met une de côté, puis après ça, on split le paquet, on reçoit 4 cartes, on en choisit une, on passe le paquet à l'autre joueur. Après ça, on va en choisir 2. On peut choisir ça peut être les 2 parmi celles qu'on a reçues, ça peut être celles qu'on avait gardées de côté la première fois ou pas. On a cette liberté-là qu'on n'a pas d'habitude dans les jeux de draft. Par exemple, dans Blood Rage, un coup qu'on a choisi une carte, on est pris avec pour ce round-là, tu sais. Ouais, puis ça fait aussi que justement, ton choix de carte peut changer en fonction de ça, parce que des fois tu te dis, admettons, y a pas, j'aurai jamais cette carte-là, puis tu pars sur une stratégie, puis là tout d'un coup elle arrive dans ta main parce que la personne a décidé de l'échanger, puis ça peut créer des décisions, amener à des décisions difficiles. Ouais, puis des décisions dynamiques aussi. On peut comme commencer notre draft en se disant je vais essayer d'aller vers ça, puis là finalement on se ramasse avec des cartes comme tu dis, on pensait peut-être pas qu'elle allait être disponible. Donc on peut se revirer sur une scène puis faire autre chose carrément. Puis c'est ça, on se ramasse avec notre maître 4 cartes. Après ça, à notre tour, on a le choix de jouer une carte ou de passer. Puis les cartes vont nous permettre d'ajouter des nouvelles troupes sur la carte, de se déplacer puis de créer des conflits, d'explorer des nouveaux territoires, de poser des sanctuaires pour améliorer nos conditions de victoire. Un paquet d'effets qui est assez standard puis qui est, tu sais, tu reçois les cartes, c'est assez ça s'explique tout seul. C'est assez évident qu'est-ce que chaque carte permet de faire, puis il y a pas de trucs vraiment out of the box là, j'allais dire. Mais non, c'est ça. Dans les cartes vertes d'action. Ouais. Tu sais, il y en a une ou deux peut-être, tu sais, il y en a une qui te permet d'aller récupérer une carte qui a été jouée précédemment, il y en a une qui te permet d'annuler l'action d'un autre joueur. Fait que ces deux cartes-là, tu essaies toujours de garder le contrôle un peu de ça, de savoir c'est qui l'a ou prévoir en fonction que ça peut sortir, puis des fois c'est un peu de patienter, d'attendre qu'elle sorte pour faire notre gros move. Ça fait un bon mind game ça des fois, parce qu'on suspecte que c'est telle personne qui l'a parce qu'il réagit d'une façon particulière quand il y a quelque chose qui se passe, puis c'est intéressant, je trouve. Oui, c'est intéressant pendant la partie, mais c'est intéressant pendant le draft aussi. Est-ce que ces cartes-là, t'es gardes ou t'aimes mieux les donner aux autres parce que les cartes les plus fortes, souvent, c'est celles qui vont se faire annuler? Mais tu sais, la carte qui annule, c'est-tu toi qui veux l'avoir pour contrôler quelle action qui va se faire annuler ou t'aimes mieux que quelqu'un d'autre l'aille puis que espérer qu'il ajoute pas contre toi? Fait qu'il y a tous ces trucs-là à considérer puis c'est ça qui fait vraiment la beauté du jeu, je trouve. Puis en plus, on ajoute à ça que chaque territoire, la personne qui est majoritaire sur ce territoire-là, au début du round, va avoir la carte particulière de ce territoire-là, qui sont des cartes qui ressemblent un peu aux cartes actions, donc qui vont nous permettre des fois de rajouter de nouvelles unités ou de se déplacer puis de faire des combats, ou des fois qui vont nous donner des bonus quand certaines conditions sont remplies. Donc c'est des cartes qui sont plus situationnelles, plus difficiles à utiliser, mais qui peuvent être vraiment fortes si on est capable justement de remplir ces conditions-là. Puis il y a des cartes là-dedans qui vont nous permettre d'aller chercher justement les cartes récits épiques, qui sont les cartes rouges, qui sont des cartes vraiment, vraiment plus fortes, vraiment plus wild, qui ont des effets vraiment... Il y en a qui sonnent presque cassés, là, tellement ils sont fortes, là. C'est ça, mais qui sont aussi très restreintes. Tu peux pas les utiliser n'importe comment, à n'importe quelle source. Faut quand même que tu te set up pour pouvoir le faire. Puis c'est cool parce que ces cartes-là, contrairement aux cartes vertes, tu vas les garder dans tes mains d'un tour à l'autre. Les cartes vertes, si le round finit prématurément, parce que ça peut finir si tout le monde décide de passer, ben on va jeter toutes les cartes vertes qui nous restent, puis on va recommencer le draft de zéro à chaque round. Mais les cartes rouges, on les garde d'une fois à l'autre, donc oui, ils sont situationnels, mais il y a moyen de se bâtir une stratégie à long terme pour se mettre en position de pouvoir les utiliser
à leur capacité maximum, si on veut. Ouais, puis ça peut des fois avoir des conséquences dramatiques sur le jeu de quelqu'un d'autre. Oui, puis tu te dis, est-ce que je les utilise maintenant pour essayer de prendre un avantage plus tôt dans la partie, ou je les garde dans mes mains, puis là j'attends que quelqu'un soit en position de gagner, puis tu sais, je les utilise pour aller les empêcher de gagner, parce que c'est ça qui est cool, vu que, comme j'ai dit, on a 3 conditions de victoire, ben il faut que tu surveilles ces 3 conditions-là pour chacun des joueurs qui est sur la table. Donc, ça fait beaucoup de fronts à gérer. On peut pas tout bloquer. Des fois, il faut faire des espèces d'alliances avec les autres joueurs pour empêcher un troisième joueur de gagner. Fait qu'il y a tout cet aspect de négociation-là qui embarque. Mais là, ben, tu sais, si je t'aide à le bloquer, ben, c'est toi qui vas gagner après. Fait qu'il faut que tu me donnes de quoi en plus. Puis tu sais, on a cet aspect-là. Puis ce qui est cool aussi, c'est que à toutes les fois qu'on déclenche un conflit, dans le fond, la particularité des niches, c'est que si tous les joueurs sont d'accord, ben on peut mettre fin au conflit sans se taper dessus. Fait que le conflit a eu lieu, mais personne s'est battu. On C'est est ça. fâché, on se le dit, mais c'est tout. Fait qu'on peut être civilisé comme ça, ou on peut dire, ah ben là, c'est moi qui attaque en premier, fait que moi je décide, on se bat, fait que je te tape dessus. Fait que là, dès que quelqu'un veut pas juste que ça se règle gentiment, il peut imposer que le combat ait lieu. C'est ça. Puis les combats sont super simples, c'est tu target un joueur, soit qui perd une troupe, soit qui perd une carte action. Puis ça, c'est des choix qui sont vraiment déchirants parce que tu veux, tu sais, les cartes actions, tu les as repêchées pour une raison, tu veux faire les actions qu'il y a avec, perdre une action, ça fait vraiment mal, mais en même temps, perdre une troupe, ça peut t'enlever complètement ta présence d'un territoire ce qui nuit totalement à ta stratégie aussi, donc des fois c'est tough de savoir qu'est-ce qui est mieux de perdre, tu sais. Ouais, c'est déchirant. Faut savoir s'adapter dans ces situations-là, puis quand même essayer de s'en sortir. Exact. Fait que ça fait le tour pour le jeu de base. En finissant, je vais peut-être dire un petit mot sur l'expansion Season of Inish. Euh, c'est une extension modulaire. Yay! Ouais, t'es aimes ceux-là, me semble, hein? Ben, celle-là est pas si pire parce que, À tu sais, il y a rajouter un des... 5e joueur. Oui, aussi. Mais dans ce cas-ci, c'est cool parce que justement, le fait de rajouter un 5e joueur, ça nous rajoute 4 nouvelles cartes actions. Puis il y a des cartes où il y a plus d'interaction entre les joueurs. Il y en a une, par exemple, qui permet de faire une attaque coordonnée. Donc, tu fais un déplacement, mais pour pouvoir te déplacer, il faut qu'il y ait un autre joueur qui se déplace avec toi. Il y a des cartes qui permettent d'aller plus jouer avec les cartes des autres, de regarder leurs mains puis leur prendre une carte, par exemple, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, ça, c'est un module, un 5e joueur. On a un module c'est plus de cartes épiques. Donc, c'est un module que, c'est pas vraiment un module, là. Tu fais juste les rajouter puis tu joues tout le temps avec, là. J'ai jamais pris la peine d'aller séparer les cartes récits épiques de l'expansion du jeu de base, là, parce que ça paraît pas, là. Ouais, ça change pas dramatiquement le jeu, c'est juste plus d'effets surprise. C'est ça. On a un module qui est juste dans le fond, une différence au niveau du tiebreaker, du bris d'égalité. Dans le fond, s'il y a 2 joueurs qui sont égaux puis qu'il y a personne qui gagne, le round suivant va devenir le dernier round. Fait que c'est une nouvelle règle, en fait, qui aurait dû être dans le jeu de base, qui empêche la partie de s'éterniser. Puis qui est super facile à jouer avec le jeu de base, là. Je vous ai dit c'est quoi la règle, vous pouvez le faire, vous n'avez pas besoin de composantes de plus, dans le fond. Ouais, parce que ça peut être étonnant à quel point la partie va s'éterniser parce que vu qu'on sait qui est en position de gagner, c'est facile un peu d'aller taper dessus, fait que ça peut durer longtemps. Ouais. Mais c'est ça, le jeu a quand même des mécaniques qui vont un peu empêcher ça parce que les exploits ou les deeds qui sont il y a certaines cartes qui nous permettent d'accumuler ça puis qui vont faciliter les conditions. Dans le fond, pour chaque exploit qu'on a, on réduit le chiffre magique de 6 pour remplir une condition. Puis on a aussi le fait que la personne qui contrôle la capitale, donc le Bren, que si cette personne-là est dans le bris d'égalité, elle va gagner. La seule façon que la partie peut continuer si 2 joueurs sont égaux, dans le fond, c'est si aucun de ces 2 joueurs-là ou de ces 2 joueuses-là est le Bren. Ou la Bren.
Donc c'est ça, on a des mécaniques de jeu qui viennent empêcher que la partie dure trop longtemps. Ça m'est arrivé une fois ou deux qu'il y ait des parties qui étirent un peu trop, là, que ça dure trop longtemps justement, mais la plupart du temps, ça se finit en 90 minutes à peu près. Donc je pense que c'est une bonne durée pour ce genre de jeu-là. Donc voilà, c'était Inish de Christian Martinez et publié chez Matago. OK. Un truc, ben là, maintenant, c'est ça, on peut se laisser aller les hostilités. Le premier truc que j'ai envie de discuter, puis que je trouve drôle, c'est pas nécessairement une préférence que j'ai envers l'un ou l'autre des jeux, mais que je trouve qui est vraiment un truc fondamental qui est totalement différent. C'est que dans Blood Rage, on a vraiment une carte qui va se réduire, qui va, dans le fond, Ragnarok va détruire des territoires, puis là, on a de moins en moins d'espace. Alors que dans Inish, on va constamment, ou en tout cas, on peut agrandir l'île d'Inish constamment. Puis on se ramasse vraiment avec une carte qui peut devenir gigantesque. Là. Je me rappelle, il y avait un moment dans la partie qu'on a joué récemment où il y avait des territoires que tu disais je vais jamais pouvoir aller là parce que ça va me prendre 4 tours. Ouais. Puis tandis que dans Blood Rage, peu importe, ben quand tu fais l'action de marcher, tu peux te rendre n'importe où. L'adjacence des territoires, elle compte juste pour qui peut se joindre à un pillage, tu sais. C'est ça. Tu sais, le positionnement, il est important dans Blood Rage, mais il y a peut-être un impact moins crucial que dans Inish où là, vraiment, faut que tu te tiennes proche si tu veux pouvoir nuire aux autres. Puis ça, c'est un aspect qui est un peu moins important avec l'expansion. Il y a le dernier module que j'ai oublié de parler tantôt, qui est les bateaux. Dans le fond, certains territoires vont arriver avec un bateau, puis tous les territoires qui possèdent au moins un bateau vont être considérés adjacents les uns aux autres. Ouais. T'as ça qui ajoute quand t'as l'extension. Mais c'est Puis pas que non plus tous les territoires qui vont y aller. Là. Il y avait des territoires qui restaient quand même difficiles d'accès. Oui, c'est vrai. C'est ça, je trouve. C'est deux trucs intéressants. J'avoue que j'aurais pas dit qu'est-ce que je préfère. J'ai peut-être plus envie de dire que dans Inish, c'est que tu peux réussir dans le fond tu pourrais réussir à t'isoler puis à faire dans le fond que la condition de victoire de contrôler 6 territoires sera plus facile. C'est sûr que ça t'aide pas si t'es loin à faire la condition de victoire qu'il faut que tu contrôles d'autres unités. Je pense pas que tu peux vraiment t'isoler sur 6 territoires non plus, là. Tu peux peut-être turtler puis faire un gros territoire imprenable. Mais de là à dire que tu vas gagner que le 6 territoires de cette façon-là, je suis pas sûr. Peut-être plus le 6 sanctuaires, si t'es capable de placer beaucoup de sanctuaires dans ta forteresse, justement. Ouais. Mais en même temps, tu sais, les sanctuaires, ils vont se placer au début de la game, fait que puis le monde va rester proche. En tout cas. Ouais. Mais c'est ça. Je trouve ces deux dynamiques cool. Deux façons différentes de voir le contrôle de territoire. Ouais. Puis un autre aspect où ce qui se différencie, je pense, c'est, tu sais, dans Blood Rage, comme on dit tantôt, plus la partie avance, plus tes unités deviennent fortes, plus tes actions deviennent spectaculaires. Tandis que dans Inish, tu sais, c'est tout le temps les mêmes cartes vertes qui reviennent d'un tour à l'autre. Ce qui va varier peut-être, c'est que plus la partie avance, plus tu vas avoir de cartes rouges. Fait que c'est là que Que tout, les actions plus flashy vont arriver, si on veut. ouais, puis c'est assez ces cartes rouges-là aussi, je trouve sont comme à double tranchant. Tu sais, t'en as qui sont vraiment surpuissantes, t'en as d'autres que tu sais, il y a des chances que tu puisses pas la faire parce que la condition se remplira pas, ou l'impact sur le jeu va être comme mais c'est ça, c'est peut-être le truc, tu sais, c'est vraiment hot là, quand t'as la bonne carte rouge qui te fait faire un truc vraiment awesome, puis que personne t'a vu venir, puis que là tout le monde se revient vers toi, puis t'es comme ah, surprise. C'est cool, mais tu sais, ça fait que Il peut y avoir ça peut être swingy un peu ces cartes-là. Ouais, mais je te dirais que dans Blood Rage, c'est un peu ça aussi. Des fois, tu peux comme vraiment améliorer tes unités, avoir un monstre super fort avec deux, trois habiletés de clan qui textent super bien avec, mais si le round se finit tellement vite que t'as pas le temps de l'invoquer, ben t'as comme perdu ton temps à
builder ton engin puis t'as jamais été capable de le partir puis de faire des points avec, tu sais. Ouais, c'est pas mal l'histoire de ma dernière game. Je me rappelle, j'avais comme plein d'améliorations. Je me suis dit, bon, je vais tout vous mettre ça sur la gueule, puis ça va bien aller. Puis là, c'est Antoine, je pense, qui a fait un pillage, puis qu'on a tout regardé, puis on a fait, ah ben c'est le dernier. Hein? Fait que ouais. Ça peut même arriver au round 2 ou 1, dans le fond, t'as comme plein de cartes que tu veux jouer, puis finalement les pillages font que ça se fait le round prématurément va se terminer, puis là, tu peux pas garder toutes les cartes que t'as draftées, tu peux juste en garder une d'un round à l'autre. Ouais. Fait que c'est le timing dans Blood Rage, il est vraiment tight, là. Faut pas que tu niaises avec la POC, mais en même temps, si tu précipites ton jeu puis que t'as plus de rage, tu peux plus rien faire. Fait que c'est touché à gérer. Dernier, Ouais. tu peux jouer peut-être plus facilement la longue game, justement. Tu accumules tes cartes rouges, tu prépares ton coup, puis tu sais qu'au dernier round, quand tu vas décider que ça se passe, ça va se passer, puis ils vont pas pouvoir t'arrêter. Il faut pas que tu sois trop loin en arrière des autres non plus. Ouais. Puis, il y a un autre aspect de gestion de timing qui est intéressant dans cela, c'est que tu peux passer, attendre de voir ce que les autres vont faire, puis après ça, rembarquer dans le round. Ça te donne un peu plus t'es plus fort pour les combats, parce que si les gens jouent leur carte verte, puis toi, tu passes tout le temps, mais après ça, quand t'arrives pour te battre, tu peux discarter les cartes qui te restent pour éviter de perdre des armées. Sauf que si je décide de passer, puis qu'après ça, tous les joueurs après moi passent aussi, ben, too bad, le round est fini, puis encore une fois, je suis pas rien qu'une main de carte que je peux pas garder d'un round à l'autre, tu sais. Ouais. Ouais. C'est vrai. Puis à l'inverse, dans Blood Rage, quand tu passes, ta rage tombe à zéro, puis tu fais plus rien. Tu peux pas trop prendre de pause pour regarder qu'est-ce que les autres font. Il faut vraiment que tu joues. Il y a des manières de temporiser, là. Tu peux toujours jouer des quêtes, même si tu sais que T'es feras pas, là. Ouais, c'est une façon de passer, mais tu sais, en même temps, là, tu donnes des indices aux autres, tu sais, t'as moins de cartes dans ta main pour le futur combat. Fait que tu sais, c'est. Ouais. Sinon, si on veut les comparer niveau matériel, puis composantes, artwork, tout ça, je pense que les figurines de Blood Rage sont un peu mieux que celles de Inish, là. Plus de diversité, plus de, tu sais, les monstres, pis tout ça, ça look. Ouais. Mais je dirais qu'au niveau du Du artistique sur plateau. les cartes, le plateau, tout ça, Inish, c'est là-dessus qui va plus se démarquer, là. Les illustrations sont vraiment superbes. C'est un peu comme médiéval psychédélique. Surtout Un les peu, cartes tu sais, rouges, là. c'est très, très coloré. Tu sais, c'est sûr que Blood Rage, tu sais, lui, on a beaucoup de rouge, de brun, puis de noir, là. Tu sais, c'est comme, c'est que ça va être dark puis edgy versus Inish où là, c'est ça, les dessins, c'est plus coloré, un peu fantastique, tu sais. Tu regardes tes cartes, t'as l'impression que c'est comme des dieux celtes, là, quasiment à cause du style. Ouais. Ouais, honnêtement, Puis c'est un des plus beaux jeux dans ma collection, je trouve. les tuiles, par contre, ils ont probablement la forme la plus étrange que j'ai jamais vue. Tu sais, c'est une espèce de triangle dentelé que tu regardes puis t'es comme ça fit tout ensemble. Finalement, ça fait tout ensemble, là. C'est bien fait parce que c'est toute la même tuile, mais c'est assez particulier comme look. Mais c'est des grosses tuiles où c'est que tu peux mettre là, des tonnes de bonhommes. Là. Je pense que tu pourrais mettre tous les bonhommes du jeu sur une tuile puis ça rentrerait. Fait que ça, c'est quand même agréable. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, le plateau qui se développe de plus en plus au fur et à mesure que la partie avance, je trouve que c'est cool. T'as vraiment l'impression d'explorer une île, puis c'est ça, comme tu dis, c'est des grosses tuiles avec, puis tu sais, c'est facile de les distinguer puis de savoir quelle tuile qui est laquelle, tu sais. Ouais. Mais ça peut finir que ta table peut être limitante. Là. Faut pas que tu aies une petite table pour jouer à une niche. C'est vrai. Sinon, c'est ça. Côté interaction avec les autres joueurs, dans Blood Rage, tu sais, l'interaction vient beaucoup au niveau des pillages. C'est ça, je pense que c'est la principale. T'as quelques cartes peut-être qui font que ça interagit, mais Euh, ben, c'est des améliorations. Fait que les gens voient un peu qu'est-ce que tu vas pouvoir leur lancer dessus, là. À part peut-être les monstres, là, que c'est un peu plus
Ouais, j'ai un monstre, je l'invoque, puis vous avez la surprise. Sinon, c'est des améliorations que tu peux un peu... Tu vas voir qu'est-ce qui va s'enligner vers toi quand tu vas piller ou interagir avec les autres joueurs. Mais Ouais. il y a moins d'interactions, tu sais, de surprise que dans Inish où là t'as les cartes rouges puis les cartes qui se bloquent, puis la carte qui va chercher la carte défaussée puis des trucs comme ça. Tu sais, t'as un peu plus d'interaction en dehors des combats dans Inish que dans Blood Rage. Blood Rage, c'est purement on se tape dessus. C'est comme ça qu'on Ben, interagit. pas d'accord parce que il y a beaucoup d'interactions qui viennent du draft dans les deux jeux. Qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que Ouais. tu laisses à l'autre, qu'est-ce que tu envoies au prochain. C'est sûr que Ouais. dans Blood Rage, il y a plus de cartes que tu vois pas, dépendamment du nombre de joueurs que t'es. Tu sais, à 4 joueurs, il y a peut-être 3-4 cartes, même un peu plus, qui se rendront jamais dans mes mains, puis que je saurais pas que les adversaires peuvent les avoir. Versus dans Inish, il y a un nombre fixe de cartes, je sais c'est lesquelles. Si je les ai pas, oui, il y a une chance que ce soit la carte qui a été mise de côté au début du round, mais sinon, je sais exactement qu'est-ce que les autres ont le potentiel d'avoir. Versus Blood Rage, tu peux te rendre là après plusieurs parties, tu sais, parce que il y a Ouais, plus si de tu diversité veux. dans les cartes, mais il y en a pas tant que ça non plus, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais, j'avoue que j'avais négligé un peu le draft dans ma réflexion. C'était plus je voyais plus l'aspect, c'est ça, dudes on a map à ce moment-là. Mais c'est vrai que le draft, ça crée certaines interactions. Mais c'est comme j'allais Parce dire que interaction. l'interaction est directe, là, un Ouais, peu. tu sais, ouais. Mais c'est ça, faut quand même que tu sois conscient de qu'est-ce que tu laisses aux autres puis de qu'est-ce qu'ils pourraient avoir. Parce que tu sais, si, tu sais, mettons, j'hésitais entre deux super bonnes cartes, là, j'en prends une, puis après ça, quand que le même paquet me revient, l'autre est plus là, probablement, ben tu sais, je me doute en fait, je sais que quelqu'un l'a pris. Probablement le joueur à ma gauche. Peut-être qu'il s'est rendu plus loin aussi, mais tu sais, de savoir qui peut avoir quoi, ça peut être important dans ta stratégie. Ouais. quand, quand t'es pas à tes premières parties, mettons, parce que là, tu fais juste comme faire ta petite affaire, essayer de bâtir ton engin sans trop te soucier de ce que les autres font. Mais je pense que si tu veux passer à un autre niveau stratégiquement, faut que tu tiennes en compte de qu'est-ce que les autres repêchent puis de qu'est-ce que tu leur laisses, tu sais. Ouais. Ouais, parce que ça détermine vraiment qu'est-ce que ce joueur-là peut faire à ce tour-ci parce que tu peux avoir des tours où justement si les gens prennent pas les bonnes cartes ou selon comment ils ont, ils vont pas pouvoir attaquer à un tour puis ça peut être une information critique pour ta propre stratégie. Ouais. Puis ça, je trouve que c'est plus facile de se bâtir une stratégie dans une niche parce que justement, le pool de cartes est peut-être plus restreint. Fait que rapidement, tu les connais toutes par cœur, tu sais. Ouais. Ouais, vu qu'ils tournent puis tu les vois plus fréquemment alors que c'est vrai que dans Blood Rage, tu as 3 decks de cartes. Chaque carte va avoir son effet une fois dans la partie. Puis sans avoir joué plein de fois, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans X et Y deck. Non, mais c'est sûr qu'il y a certaines cartes qui ont plus qu'une copie, là. Mais Ouais, encore ouais, là, ouais. de savoir cette information-là, puis de savoir comment qu'il y en a qui sont en multicopie, c'est aussi quelque chose qui peut-être peut venir avec plus d'expérience. Ouais, puis souvent c'est pas c'est les cartes combat là souvent qui sont en plusieurs copies. Parce que Mhm. pour les améliorations, les monstres, tu sais, c'est pas mal des copies uniques. Oui, oui, les monstres, évidemment, parce que il y a juste une mini pour chaque monstre, tu sais. Ouais. Cool. Je pense que c'est ça. Donc maintenant, ça va être à vous, les auditeurs, de déterminer quel est le meilleur jeu de draft on a map. Est-ce que c'est Blood Rage avec hashtag Team Vince ou bien Non, ça va être hashtag Team Sam avec Inish. Ou encore, si vous avez d'autres suggestions de jeux où il y a du draft et de la baston sur un plateau, écrivez-nous, boardgameduel@gmail.com, ou venez commenter sur notre page Facebook, sur notre Instagram, sur notre Discord. On aime toujours ça, lire vos commentaires et vos suggestions de jeux de duel qui auraient été meilleurs que nos choix à nous. oui. On tient à vous remercier à vous fidèles auditeurs. On veut remercier aussi Chrysalis
pour notre chanson thème. Avec ça, je pense qu'on peut vous dire j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye! Bye. Donc aujourd'hui, on a la thématique de Rage des Irlandais. De mon côté, je défendrai le jeu Blood Rage. Et toi, C'est Sam? pas Draft on a Map? Oui. C'est vrai? On reprend. Bloopers numéro 1. Ouais, c'est ça. Derrière le rideau des brainstorms de comment qu'on arrive au thème. Ouais. Ouais, salut JP. Puis salut les gens de la zone. Salut les gens de la zone du. Voyons. La zone La zone jeu. La jaune œuf. Les jaunes œufs. Les jaunes d'œufs. Ouais. Donc on salue les jaunes d'œufs, Martin et Stéphane. Mais bon, cette fois-ci, encore une fois, je vais reprendre. Mais Cette fois-ci, encore une fois. Ouais, ça fait un peu, un peu contradictoire. Ok. Mais t'as quand même une plus grosse récompense que si c'est toi qui as comme enclenché ce pillage-là. Exactement. J'ai-tu dit une plus ou une moins? Je suis plus sûr. Je recommence encore. Prise 3. On voit justement, tu sais, les Irlandais versus les Vikings, là. Nous autres, on va s'étirer pour aller taper sa gueule. Toi, tu vas te saouler pour pas être conscient de ce qui va se passer. Tu sais que les Berserkers, c'est qu'ils étaient sur un étaient trip sur de champignons, là. Ouais, ils prenaient des substances pour Halluciner avant d'aller au combat. Ouais.